les habitants, ça c'était hier soir par exemple, hein, les gens sont descendus dans la rue parce que maintenant ils ont le droit à 20h de descendre dans la rue et ils font un concert de casseroles pour simplement demander de la sécurité et une manière de pouvoir évoluer dans leur quartier sans ces... Mais surtout qu'il y ait des solutions dealers. pérennes en fait, qui soient trouvées. Et rien n'est fait. En fait, c'est ça qui est fascinant. On a démantelé la colline du Crac sans trouver de solution et d'hébergement pérenne pour certains et des centres de désintoxication pour les autres, puisqu'il y a ça aussi, c'est comme il faut le rappeler, le crack est extrêmement addictif, ce qu'on appelle la drogue du pauvre, ça coûte très peu cher et une fois que vous l'avez pris, c'est très dur de s'en sortir. Et par ailleurs, ce sont des gens en grande précarité. C'est-à-dire que dans mon quartier, c'est vraiment souvent des gens qui sont à la rue, déjà, qui sont toxicos et que vous retrouvez le matin, dimanche matin, sur le bord du canal, à 9h du matin, quand vous promenez vos enfants en train de finir leur nuit de crack, que vous retrouvez 2 heures après devant chez vous, allongés sur un sofa qui a été abandonné et qui sont en manque absolu et qui sont violents puisqu'ils demandent de l'argent à tous les passants pour pouvoir s'acheter leur dose de crack. Par ailleurs, c'est extrêmement pernicieux puisque les dealers, en fait, offrent des doses gratuites, souvent d'ailleurs à des migrants pour pouvoir justement les appâter, et que ça rentre dans un cycle infernal puisque les femmes se prostituent pour pouvoir se payer les doses de crack et que les hommes en viennent à voler en fait pour pouvoir... Donc c'est ce quartier qui à la fois est en pleine gentrification, puisqu'il faut quand même le dire, il faut quand même le redire, on a présenté ce quartier comme un no man's land, une zone de non-droit, c'est pas le cas, j'y habite, c'est un quartier magnifique, je tiens à le répéter, c'est entre les buttes Chaumont et le canal de l'Ourcq, il y a de plus en plus de familles avec enfants qui viennent y habiter parce que le prix du logement à Paris est devenu tout à fait exorbitant. C'est encore un endroit absolument abordable, on va dire, par rapport au reste de Paris. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que vous avez des familles qui vivent là avec des enfants et qui se retrouvent aux abords du canal jour et nuit, parce qu'en plus, ils sont en bande, donc avec des bandes de 20 ou 30 ou même 50 toxicos qui sont là. Et le confinement, en plus, a fait ressurgir ce problème parce que, comme il n'y avait personne dans la rue et que les gens étaient en grande précarité, ces toxicomanes étaient en grande précarité, ils se regroupaient. Et donc, parfois, vous retrouviez le week-end très tôt le matin avec 50 personnes. Et je ne sais pas si vous avez vu Game of Thrones, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment les marcheurs blancs. C'est-à-dire qu'on voit des troupes qui déambulent comme ça dès le matin jusqu'au soir, avec les yeux tout à fait vitreux. Les zombies. Et c'est vrai que c'est effrayant. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une fois le constat posé, qui est assez effrayant, mais qui quand même tient à dire que ça fait 20 ans que ça dure. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, j'avais fait un mémoire sur les difficultés à communiquer les actions qui ne vont pas de soi. Et j'avais travaillé sur le bus échange de seringues de Médecins du Monde à la Goutte d'Or. Donc sur ce problème justement de toxicomanie et sur le problème de non-communication entre riverains, politiques et associations qui sont sur le terrain pour pouvoir justement essayer de pallier au manque de l'État. Parce que c'est ça le vrai problème en fait. C'est que l'État ne prend pas sa responsabilité, ne prend pas sa part. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on démantèle la colline du Crac ou quand on déplace juste de quelques centaines de mètres ces toxicos qu'on met dans les jardins d'Éole? On dit on va les mettre dans un parc, qui par ailleurs est un parc pour des familles, hein, et on va fermer le parc à 1h du matin. Mais à 1h du matin, qu'est-ce qui se passe? Ils vont où ces toxicos? Qu'est-ce qu'on en fait? On dit ils vont rentrer chez eux, mais pour la plupart d'eux, ils n'ont pas de logement. Donc en fait, on fait quoi? En fait, c'est ça la question, c'est d'une part trouver des solutions d'hébergement pour certains, mais surtout il faut trouver un système de désintoxication. Et puis par ailleurs, je pense qu'il y a un vrai problème en fait où la mairie de Paris, la préfecture de police de Paris et l'État se rejettent la balle et se rejettent la faute. Il y a peut-être aussi s'attaquer aux dealers. S'il n'y a pas de dealers, vous n'aurez pas de consommateurs sur place. Il y a d'abord une question et les dealers aujourd'hui dans cette zone-là sont essentiellement issus de l'immigration, du Sénégal en particulier. C'est les services de police qui l'accueillent. Je vais vous dire, moi j'habite dans une rue qui est en face de la rue du deal. Moi j'ai la double peine parce que j'ai les toxicos et j'ai les dealers. Et le problème, c'est que rien n'est fait. Et là, il y a une hypocrisie de Darmanin, on les attrape, on les expulse, c'est quand même simple. Non, c'est pas ça. Pardon, c'est pas ça du tout. Pardon. Excusez-moi. C'est justement le problème. C'est justement parce qu'on ne s'est pas attaqué au problème d'abord de dépendance. C'est d'abord comment on règle ce problème de dépense. On ne va pas les jeter à la poubelle, les gens qui sont là. Je vous parle des dealers. Il faut d'abord s'occuper des dealers. On parle des drogués. Et ensuite, les dealers, c'est un autre problème. C'est-à-dire que les dealers, moi j'habite dans la rue en face de cette rue des dealers. Non mais terminez, Tatiana. C'est terrifiant parce que c'est un quartier, très souvent j'en rigole parce que parfois quand je rentre tard le soir, quand je vois des jeunes qui arrivent en courant, je me dis tiens, c'est parce qu'il y a une voiture de police qui arrive. Et c'est toujours le cas. Et c'est vrai que c'est un quartier où, en fait, les gens ont fait mine de découvrir au moment du confinement où il n'y avait plus du tout de circulation
qu'il y avait un énorme trafic dans ce quartier. Parce qu'en effet, on voyait des voitures qui arrivaient nulle part, qui attendaient pendant quelques minutes en bas des immeubles. On voyait les guetteurs, on voyait vraiment tout le scénario qui est en train de se dérouler. Et c'est vrai que ce qui est fou, c'est qu'il y a des magasins, des commerces, des kebabs, des magasins d'UV qui sont là, qui tournent en permanence, qui sont là pour blanchir l'argent en fait, de la drogue. Et personne ne s'intéresse à cette problématique. Qu'est-ce qu'on fait de ces dealers qui sont là, de ces familles qui tiennent le deal, qui sont sénégalais, qui sont maliens et qui sont aussi d'autres. Effectivement, on ne fait rien. Mais vous-même, vous êtes une mère de famille. Oui, bien sûr. Donc vous avez combien d'enfants? Moi, je suis une famille recomposée. Donc j'ai 2 belles filles qui ont 15 et 11 ans et un petit garçon, un petit bébé qui a 2 ans. Bon, et tout le monde vit dans le 19e. Oui, bien sûr. Bon, et donc les ados qui ont 15 et 11 vont sans doute dans un établissement... Les écoles publiques du quartier, bon. Évidemment. Mais je veux dire, est-ce que par exemple, vous vous dites, je vais changer de quartier? Non, parce que je vais vous dire, très honnêtement, moi j'ai beaucoup habité dans le cœur de Paris et j'ai adoré vivre dans le cœur de Paris. Je suis ravie d'habiter dans ce quartier où c'est un vrai quartier populaire, où il y a une vraie mixité sociale et qui est d'abord magnifique et qui par ailleurs est magnifique par cette mixité. Je vais vous dire. Oui, mais là c'est des inconvénients quand même. Non, mais, vous pourriez. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Non, mais bien sûr, c'est pas que ça. On met le doigt là-dessus, mais c'est pas que ça. Mais quand vous dites j'habite en face de dealers. Au moment du confinement, quand j'étais dans le cœur de Paris, il n'y avait personne au balcon parce que les gens étaient tous partis se réfugier dans la maison secondaire. Et moi, dans mon quartier, c'était toutes les premières lignes et tous les premiers de corvée qui étaient à leur balcon et qui applaudissaient et qu'on applaudissait parce que c'est tous les caissiers, les éboueurs, etc. Mais je termine vraiment sur... il y a un phénomène d'insécurité que vous pouvez ressentir aussi quand vous vous dites vous rentrez tard. Alors il y a des codes, c'est-à-dire qu'il y a des codes, c'est ça en fait. En fait au final c'est ça qui est terrible, c'est qu'on intériorise des codes. C'est-à-dire que par exemple j'irai jamais garer ma voiture dans la rue du deal. Je sais que j'ai pas intérêt à mettre ma voiture là. Je sais que quand je rentre par exemple lundi soir de vos émissions à 1h du matin qu'il n'y a personne pendant un confinement, je demande au chauffeur de taxi d'attendre que je sois rentré, que j'ai poussé le portail. On intériorise des codes, c'est ça qui est terrible. Et les deux ados, les deux jeunes filles, 15 ans et 11 ans, est-ce qu'elles-mêmes elles ont peur parfois de vivre dans ce quartier ou quand elles rentrent tard, parce qu'à 15 ans on commence un peu à sortir? Non, elles y sont nées, elles s'y sentent en sécurité. Encore une fois, il y a un mélange qui s'opère tout à fait naturellement de culture, de milieu. Non mais c'est intéressant votre témoignage pour ça. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que moi c'est vrai que ça m'a, pardon je termine juste 2 secondes. Oui, c'est vraiment intéressant. Ce qui m'a horripilé en fait, c'est de voir, il y a encore quelques semaines, ce focus sur la place Stalingrad. En effet, ça fait 20 ans qu'il y a ce problème. Ça fait même plus de 20 ans. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, je travaillais déjà sur ce problème. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce qui me fascine, c'est que j'ai fait donc un mémoire, ce que je vais expliquer sur Médecins du Monde. Et donc, je suis allée pendant 6 mois dans le bus échange de seringues de Médecins du Monde qui était à l'époque à la Goutte d'Or. C'était très dur parce que j'étais venue dans une position très empathique. Je voyais des femmes qui montaient dans ce bus avec des enfants, avec des fillettes, et qui venaient pour se piquer. Mais j'ai compris l'intérêt de la politique de réduction des risques. C'est-à-dire que ces craqueurs, en fait, le risque, c'est quoi? C'est au-delà de l'insécurité, c'est qu'il y ait le VIH, qu'il y ait l'hépatite, qu'il y ait l'herpès, voilà, et surtout le VIH et l'hépatite. L'intérêt de la politique de réduction des risques, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on part du principe que, partons du principe que jusqu'à présent, on ne peut pas les empêcher de se droguer, faisons en sorte que ça soit fait dans les meilleures conditions possibles, qu'il n'y ait pas d'abord de nuisance pour les riverains. Et donc c'est pour ça que je pense quand même que le principe de salle de consommation, même si c'est le principe de NIMBY, not in my backyard, pas devant chez moi, surtout pas. Et à chaque fois qu'on voit une salle de consommation dans le 16e ou ailleurs, c'est un enfer. Mais il me semble quand même que les parquets dans un parc, qu'on ferme à 1h du matin, c'est pas une solution. En tout cas, votre témoignage nous intéresse. Oui, Monsieur Rivière, oui. Madame Hidalgo, en tant que maire de Paris, elle est bien présidente de la PHP. Oui. Donc, elle pourrait proposer un plan de désintoxication massif. Elle a, en tant que maire de Paris et en tant que présidente de la PHP, elle a les deux fils. Il me semble qu'Anne Hidalgo a proposé justement l'ouverture et surtout l'adjointe à la santé à la mairie de Paris, l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque. Non, mais je ne dis pas de consommation, de désintoxication. Alors, il y a déjà une prise en charge, mais c'est vrai qu'elle est absolument insuffisante. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on déplace le problème de la colline du Crac à Stalingrad, de Stalingrad au Jardin des Halles. Et demain, ça va se déplacer. Et moi, je retiens que ce que vous dites. Et on rajoute de la misère à la misère parce qu'évidemment, c'est toujours dans les quartiers déjà très populaires que ça se passe. Monsieur Rivière, parce que ce que vous présentez, c'est présenté avec talent, intelligemment, mais c'est cette non, politique... avec réalité. Non, excusez-moi. Avec honnêteté. Non, intelligemment, mais c'est une politique d'accommodement. Vous dites talent, mais aussi avec une forme de... Non, pas du tout, parce que c'est présenté. Mais talent, comme s'il y avait du cynisme là-dedans. Mais parce que derrière, moi, ce qui me manque... C'est intéressant, elle est sur le terrain. C'est la politique de l'accommodement raisonnable. C'est la même chose que ce que prenait Alain Juppé. Vous l'expliquiez, finalement, on va prendre des habitudes parce que le quartier est dangereux.
vous demandez à un taxi de vous attendre, vous n'allez pas garer votre voiture à un certain endroit. C'est-à-dire que vous abandonnez un certain nombre d'habitudes de vie normales. Peut-être que vous arrivez à vivre avec ça. Mais il y a des tas de gens qui n'ont pas envie de vivre avec ça, qui ont envie de se garer en bas de chez eux parce qu'il y a une place de parking en bas de chez eux, qui ont envie de pouvoir descendre dans la rue et ne pas s'inquiéter de savoir s'il y a un dealer de crack. Évidemment, j'aimerais vivre dans un quartier où il n'y a pas de deal, où il n'y a pas de craqueurs. Je vous ai laissé... Oui, bien sûr. Qu'évidemment, il soit important d'avoir une politique de réduction des risques. Mais aujourd'hui, on oublie systématiquement. Vous voulez pas me laisser. Je pense pas que vous soyez sur une politique de réduction des risques. Vous voulez pas. Oui, mais votre parti n'est pas là-dessus. Bien sûr que si, on sait évidemment que la réduction des risques est importante, mais on ne peut pas ne pas s'attaquer à l'origine du mal. Et l'origine du mal, c'est le deal de crack. Et donc, il faut avoir une vraie politique contre les dealers. Elle n'est pas du tout prise en compte. Et il ne faut pas être hypocrite. Quand Mme Hidalgo fait une salle de shoot à quelques centaines de mètres et qu'on met des pipes à crack en surnombre et que ce sont ces pipes à crack fournies par la mairie de Paris qu'on retrouve dans les rues du quartier, c'est totalement hypocrite. C'est là où justement vous n'avez absolument pas compris ce que je disais, parce que la politique de réduction des risques, c'est justement de faire en sorte qu'on donne des pipes à crack qui permettent d'éviter justement la transmission du VIH notamment. Mais qui permettent aux gens de venir de la France entière ou même de l'étranger pour venir consommer dans les rues de ce quartier. Il faut que ça soit une incitation à la consommation. Mais ça l'est aujourd'hui. Les salles de shoot sont une incitation. Bon, ça devrait être moins régulation ou une baisse de la consommation, mais rien n'est fait. C'est de la consommation. Monsieur Rivière. Jérôme, est-ce qu'il vaut mieux avoir des gens qui se droguent dans des parcs publics où il y a des familles qui viennent toute la journée, ou est-ce qu'il vaut mieux les mettre dans des salles où au moins ils le font en sécurité et avec des outils? Je vous dirais ni l'un ni l'autre. Ce qui est bien, c'est que dans ces salles, il n'en faut pas. diminue. Dans un monde idéal, évidemment qu'il ne faut pas de drogue. Personne ne veut de drogue dans un monde idéal. On ne va pas tenter l'autre politique. Monsieur Rivière. Vous êtes sur l'accommodement, je pense. L'accommodement raisonnable. Mais bon, on ne partage pas les mêmes réalités. Ça peut se comprendre. Non, mais vous alliez dire les mêmes valeurs. Je suis d'accord. Mais vous êtes quand même quelque part, ça peut se comprendre. Mais non, mais c'est très intéressant ce que on va faire avec. Voilà. C'est-à-dire que je vous ai donné des solutions. Je me trompe, mais c'est le sentiment que vous donnez. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Je ne vis pas à Stalingrad. Je retiens aussi de votre phrase, et qui sans doute est une phrase de votre caractère. Vous dites, quand j'étais dans le centre de Paris pendant le confinement, tout le monde était dans sa maison secondaire, et là, au contraire, les gens, j'étais avec les premiers de cordée. Donc vous aimez être avec le peuple. Évidemment, moi et vous aimez partager avec le peuple. Vous avez un ADN. Il n'a pas été vécu de la même façon dans des quartiers populaires. Moi, j'ai vu quand même le supermarché en bas de chez moi vidé. C'est-à-dire que je voyais des gens qui sortaient avec 15 caddies, avec des rouleaux de papier toilette, avec des pâtes, avec de la farine. Vous êtes en empathie avec, manifestement, parce que pour ceux qui moi, la souffrent plus diversité, que les autres. Non, c'est pas ça. Pour moi, la diversité est une richesse. Oui, bien sûr. Oui, mais excusez-moi, mais elle ne vit pas de la même non, mais non, mais c'est d'ailleurs social, j'y crois plus. Je vais vous le dire. Mais non, mais vous avez tort. Tatiana, elle y croit pour elle. Elle parle pour elle. Mais moi, je pense que c'est une espèce de légende, de vœux, d'image d'Épinal. Oui, mais vous habitez peut-être dans les beaux quartiers de la ville et vous ne voulez pas vous mélanger. La mixité sociale, ça se conjugue au passé. Oui, terrible de dire ça. Non mais, je vous dis pas que je ne le regrette pas, mais je le constate. Elle est à repenser totalement. Elle est à repenser totalement. Parce qu'on ne peut pas marquer indéfiniment des gens dans des quartiers déjà populaires et dans des conditions d'insalubrité de logement. Si elle est à repenser, on dit la même chose. C'est la politique du logement qui est tout à fait à repenser, la mixité sociale, même les écoles, même la carte. Demandez à des maires quand ils attribuent des logements sociaux, ils disent je fais de la mixité sociale sur le papier. 5 ans après, les Maliens sont meilleurs que les Maliens, les Algériens avec les Algériens, les Polonais avec les Polonais. Combien de villes encore aujourd'hui acceptent de payer des amendes pour ne pas faire les 20% de logements dans leur ville, et combien d'autres de moins en moins. De moins en moins. Il nous reste 7 minutes. Il en reste toujours autant. Non, mais c'est intéressant. Là où vous avez raison, c'est que le monde d'hier qui nous permettait de nous mélanger, et notamment à travers, par exemple, le sport. Bien sûr. Ce monde d'hier n'existe plus. Et c'est les gosses de bourgeois font tel sport, les gosses de moins bourgeois font tel sport, les gosses de communauté font tel sport, les gosses, etc. C'est l'archipélisation de la société. Alors qu'on a tous... Voilà. Ça a été lié en grande partie à une immigration incontrôlée qui fait qu'on a pu assimiler. Et donc, c'est pas simplement un problème social, c'est aussi un problème de civilisation. C'est pour ça qu'il y a cette archipélisation. Pardon, mais il y a deux perspectives dans la vie. Il y a se dire, est-ce que j'ai envie de pouvoir revivre avec tout le monde, ou est-ce que j'ai envie de pouvoir m'isoler du reste du monde et rester dans un entre-soi? Non, c'est pas s'isoler du reste du monde. C'est de vivre avec des gens qui vous ressemblent, qui ont les mêmes codes que vous. Voilà. Et ça, c'est du temps. La nature humaine est ainsi faite depuis les cavernes. Justement, je ne cherche pas des gens qui me ressemblent, je veux des gens qui soient aussi différents de moi, parce qu'on apprend aussi de la différence. Et je crois que les générations à venir de regard. Non, mais on peut être différent. Je me plains pas, je me plains absolument pas. Tatiana, on peut être différent, mais partager des mœurs communes.
Bien sûr, évidemment, bien sûr. C'est l'histoire de la France. Vous voyez, et un socle de valeurs, bien sûr. De valeurs, mais bon, c'est des discussions. Mais en tout cas, il y a beaucoup de intéressant. Sincérité dans ce que vous dites. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Mais enfin, pour le moment, il y a toujours... Et puis, ce qui est agréable, c'est que vous mettez en un peu ennuyeux dans pratique ce que vous pensez. Parce qu'il y a parfois des gens qui mettent pas en pratique. Non, mais c'est bien. Donc, c'était intéressant. Bon, votre bouquin,